الماء البس. Donc, d'après cette série de miniatures, un jour, l'ange principal décide de faire un jeu un matin tôt à un petit garçon et il se sent un matin la moitié scorpion. Alors, on prie pour lui, mais ça marche pas. Et dans le pluie, puis quand il regarde, il se voit comme scorpion. Parfois, ils ont décidé de couper en deux scorpions. Parfois, dans une pluie, il se voit comme une femme, mais encore moitié scorpion. Et tant de sacrifices, il se trouve dédoublé comme deux hommes dans le même corps. On fait un sacrifice de bélier, alors, et dans les pluies, puis cette fois-ci, il se transforme comme son double, mais femelle. Il reste dédoublé dans le corps. On décide de couper en deux ce scorpion. Cette fois-ci, on obtient deux scorpions. Ça marche pas comme ça. Eh bien, il a encore moitié scorpion. Voilà, quand il devient adulte, il coupe en deux scorpions. Enchaînons alors, comme si on était dans une rêve sans interruption, mais rêve enchaînons, des lignes virtuelles qui s'entrecroisent et qui se distribuent en différents registres, qui se réunissent, qui font des boucles, qui font le même trajet une énième fois pour vérifier que tout est en place et jamais ne s'oubliera pas. Et c'est seulement que je suis prêt à me réveiller. Dormir, pour moi, c'est encore pire. Travail dur, travail de conscience, sous de l'inconscience, d'un certain flux, disons, de conscience qui englobe soit conscient, soit l'inconscient, parce que je me rappelle à moitié, et cette moitié qui est formelle me suffit largement pour que je reprends avec quelques tasses de thé mes esprits et je trouve cette laps de temps qui durera jusqu'à maintenant, l'après-midi, 5 heures du soir. Voilà, on reprend ses esprits, et publier ce qui est déjà fait, et faire quand même une certaine, non pas moulage, mais une certaine représentation pour le public qui n'est pas obligé d'entrer dans les... Surtout, ils ont peur d'entrer dans les méandres et dans les rêves d'autrui, et comme si mes rêves étaient complètement personnels, qui m'appartenaient, et ça n'a rien à voir avec la science, qui veut dire tout simplement, malentendu. Un malentendu aujourd'hui sur le malentendu qu'on appelle la science formelle, les sciences de la nature qu'on appelle
bien sûr à partir d'Aristote, qui est traversé aussi par la philosophie islamique, arabe, je souligne, et bien sûr, et pourquoi pas à Bukhara, Samarkand, qui sont turcs là-bas, j'en sais rien. Bon, parce que je vais rentrer à un sujet encore, comme on appelle, pour certains en fait, quand il n'y a rien à toucher au fond, et quand ils sont incapables de toucher au fond des choses, dans n'importe quelle région d'être, par exemple l'art, l'histoire de l'art, la civilisation, etc., on fait des barrières, on fait des fossés et on fait une guerre d'ethnicité. C'est ça. Les enfants d'un empire qui feraient une guerre d'ethnicité, c'est le propre de la Turquie, mais c'est le propre du XXe siècle, des génocides et des hostilités qui ont commencé sûrement un peu plus tôt, mais ce n'est pas le propre, à mon avis, du XIXe siècle. C'est le XXe siècle là où on a perdu tout. On n'a qu'une ethnicité parce qu'on n'arrive pas à définir, alors qu'il s'agit simplement d'une langue qu'on connaît et qu'on pratique à peu près exact. On pratique et on connaît, on a reçu à peu près, et on est encore violemment. Je parle de ce moment de passage au XXe siècle, et par rapport au langage, on a cette violence de le purifier et le rendre encore plus ethnique, etc. Non pas pour des raisons poétiques. Ça, je suis prêt à toute expérimentation poétique en ce qui concerne ce genre de essai hypothétique, mais il ne s'agit pas ça. Il s'agit toujours, comme toujours, de l'essence du savoir et de ce fondement, c'est-à-dire la question de légitimation, autolégitimation dans une ruine. Et à quoi il s'agit aujourd'hui de la miniature ottomane, chose rare, et bien sûr la langue ottomane, la poésie ottomane, mais qui sera encore hors du sujet cette fois-ci, parce qu'il s'agit de Césaire Tansou et de son livre qui fait quand même une légende avec sa publication en hâte avec une Frubery. Oui, une Frubery d'édition, non pas illégale, pas du tout, c'est ses écrits, mais il s'agissait d'une thèse de doctorat, sa thèse de doctorat, qui est interrompue en même temps qu'une crise universitaire vécue à l'intérieur de son institution avec ses camarades, et qui affectait effectivement les décisions et le but de sa directeur de recherche, directeur de thèse. Epirol, Massar Epirol. Donc, une doctorat, pourquoi on le rattire et on quitte cette fonction d'État dans une université considérable, l'université d'Istanbul, dans les années donc 59 à peu près, et on pourra faire autre chose, passer au cinéma, heureusement. Il a fait ces 3 films formidables en animation, très métaphysique, très calligraphique, très enjoué et très enrichissant pour notre culture. Mais
il a eu courage. Et il a cherché une maison d'édition immédiate parce qu'il craignait que la directeur de sa thèse donne sa thèse à un autre inconnu étudiant et qui fait valoir cette thèse sur lui. Eh bien, si c'est vrai, effectivement, une aberration extraordinaire, mais on peut attendre tout dans une université comme ça qui est mutilée par la réforme de 1933, à peu près la date exacte. Donc on a eu des expulsions massives d'un ancien cadre. Je parle de Jeune République et sa politique de exclusion, dissolution, effacement, etc. Donc lui, ses intentions, ça m'intéresse absolument pas sa biographie, mais sa vie et son œuvre nous obligent d'en parler et tout le monde en parle apparemment. Donc ça, son père sera un martyr de notre guerre d'indépendance, donc ça changera tout. C'est un argument important pour être un historien de l'art. Non, ça n'a rien à voir. Il a fait des choix, il est intelligent, et il n'est pas beaucoup profond, mais il lit quand même très bien entre guillemets, l'iconographie, c'est-à-dire l'histoire de l'image. Je suis contre à l'image, mais il s'agit de tableaux. Voilà. L'essence, on va venir au vif du sujet. C'est long. Il s'agit d'abord le titre du livre. Shaniknameh du Zénith, l'autre Tsunameh. Tsunameh, c'est une genre littéraire qui existe uniquement dans l'Empire ottoman, qui venait apparemment d'une tradition tribale de l'Asie centrale et qui concernait une certaine compte rendu en écrit et en image d'un grand festin qu'on appellera les noces. Les noces ici, il y en a deux sortes. Le mariage conjugal, l'autre on appelle noces, la fête ou la cérémonie de circoncision. Donc il concerne uniquement les garçons, mais cette fois-ci, effectivement, c'est une grande festivité qui dure 2 mois et demi, pour certains 15 jours, selon l'époque de phase, dans l'Empire ottoman, et qu'il s'agit de circoncision de tous les dauphins du Shah, du Padishah, qui fait vivre 2 mois et demi carnavalesque en toute capitale. D'abord dans le centre du centre, c'est-à-dire au hippodrome, dans la place du hippodrome qui vient de Byzance, directement, qui est conservé avec ses 2 obélisques égyptiens, etc. Voilà, c'est une histoire inébranlable, effectivement. Mon enfance jusqu'à la fin de mes études universitaires, donc ce n'est pas seulement enfance, mais depuis mon temps d'enfance, c'était là. Donc c'était les lieux de promenade, presque quotidiens. Donc mes rapports avec ces grands obélisques égyptiens très tôt dans une hache que je n'arrive pas à distinguer, mais je contemple pendant 2 heures. C'est ça,
le vif du sujet d'aujourd'hui. Surtout, effectivement, pour un enfant, ce sont des obélisques très très longs. Pour chaque adulte également. On était d'abord dans une proximité extraordinaire avec le socle. Socle. Il est rien. Socle en meuble en 4 coins, donc avec les bas-reliefs différents, qui étaient comme un devoir de lecture interminable. Et dès que je suis arrivé un peu à déchiffrer, donc je suis sûr que c'est à part, c'est dans les années, enfin, dans mes années de 20 ans, 22 ans, que finalement j'arrivais à proférer des paroles et écrire à droite, à gauche de petites phrases en ce qui concerne son contenu, c'est-à-dire le sentiment que j'ai eu de cette expérience de face à face avec ce socle de pyramide égyptien transporté par les Byzantins, seulement 5e, 4e, 5e siècle, et sous l'autorité, sous l'emprise de grand Théodéus. Je peux me tromper, mais dans le livre de César Tansou, on nomme Théodéus le Grand, qui sera représenté dans le socle en marbre, en bas-relief et au pied, c'est-à-dire non pas assis, qui saluant les participants au jeu. Hippodrome, c'est ça, une arène de jeu, comme il s'agissait des temps païens de Rome, Colosseum, grand théâtre. Mais effectivement, Théodéus, c'était dans une époque quand même 4e, 5e siècle, chrétien de l'Empire romain. Mais à Istanbul, effectivement, comment on a eu cette idée d'apporter de l'Égypte, à partir d'Égypte à Constantinople, ce de grands obélisques énormes, et que pendant toute ma jeunesse, j'ai eu cet enthousiasme et ce sentiment de privilège de posséder dans ma ville natale ce monument-là, tout seul, sans inventer à quelqu'un. Mais quand je suis allé à Paris et voir encore un obélisque égyptien là, sur une place, là, je suis déçu. J'ai dit que non. C'est une acte de dérobage et illicite. C'est seulement Napoléon qui l'a volé. Il faut le rendre. Mais quand il s'agit de Théodéus représenté dans le socle notre grand obélisque égyptien, avec les écritures hiéroglyphes, pour nous, était illisible. C'est notoire parce qu'il s'agit d'une province de Rome et il ne s'agit pas d'un vol, mais seulement un transport de biens communs. Voilà. Ma thèse apparue, qui n'existe pas, ces paroles ni ces commentaires chez César Tansou. Bon, parce que il en parle pour qu'il y ait une continuité entre ce que je fais comme des films sur Boétie, sur Montaigne qui
cite Boissy. Voilà. Consolatio et Compensatio. Ce film-là et les autres en connexion. Voilà, le sujet est ample et César Tansu, il est compté parmi les plus grandes et les premières historiens de l'art, alors que il n'a qu'un litige avec ses professeurs et ce qui représente comme idéalisme allemand Marcel et Pirole qui s'inspire de doctrines allemandes de Löfflin comme historien d'art. Donc, ils étaient, selon cette thèse, donc cette fois-ci, ils étaient incapables de comprendre la spécificité de l'art ottoman, de quelque chose, quoi que soit, non occidental. Ils étaient incapables de classifier. Ça, effectivement, cette thèse, qui n'a pas bien expliqué en termes philosophiques, on nomme uniquement en passant le nom de Muhyiddin Arabi en disant qu'il y a une influence de l'école néo-platonicienne là-bas, etc., qui a dominé tout le Moyen-Âge, un seul livre cité. Donc, plusieurs gestes César Tansu existent pour disqualifier la philosophie en général, pour justement privilégier une science régionale qu'on nommera histoire de l'art, qui est le sien, et qui refuse ses fondements à partir de ses professeurs Epirolu et quelques-uns d'autres sûrement. Ils ne nomment pas, mais Ismail Tunalı sûrement, il est de même école quand même. Ismail Tunalı qui a traduit le livre allemand de Wachinger, Einfühlung und Abstraktion und Einfühlung. Donc, c'est un peu dans la continuité de la philosophie de Löfflin qui privilégie effectivement l'art grec et romain, comme quoi il permettait à un certain humanisme qui permet à travers ce sentiment de Einfühlung, ce n'est qu'une traduction de catharsis aristotélicien. Voilà. Moi, face à ce socle en marbre, j'étais bien sûr absorbé par la chose, par mon effort de déchiffrer tout seul, sans aucun document. Et tout d'un coup, donc à travers les années, à travers mes lectures se développent, surtout Bertolt Brecht, disons, qui avait des idées contre la catharsis, effectivement, et qu'il promulguait un certain réalisme qui n'a pas du tout un réalisme socialiste, etc. Mais il s'agit de 20 ans après de César Tansu, mon histoire à moi, c'était début des années 80. Donc, j'ai découvert dans la contemplation de ce bas-relief, qui est quand même le concept clé qui expliquera toute la thèse de César Tansu, qui insistamment répète sur ce sujet, et en se plaignant que pendant 33 ans, personne n'a compris de quoi il s'agit. Ceci, c'est-à-dire prendre l'exemple, ce qui se passe sur une socle, sur une bas-relief byzantin, du 4e, 5e siècle, pour expliquer
ce qui se passe en festivités carnavalesques pendant l'époque musulmane ottomane à Constantinople, c'est-à-dire à Istanbul, et dans les miniatures de 16e et 18e siècle, l'un peintre qui fait des miniatures qui s'appelle Osman, l'autre Lévigné, 18e siècle. Ce sont des choses fantastiques. Avec une comparaison entre deux siècles, ça donne beaucoup d'idées. Très très juste analyse, mais très succinct. Très succinct. Voilà. C'est un livre quand même qui a une célébrité complètement juste, qui mélange dans les analyses historiques, entre guillemets iconographiques, toute une discussion idéologique concernant l'état de la peinture et les arts plastiques en Turquie contemporaine. Et avec la référence à des gens, etc. Et il avoue qu'il n'a pas trop étudié les langues anciennes, c'est-à-dire qu'il déchiffre à peu près notre ancienne langue d'écriture qui est arabe, c'est-à-dire ottoman. Donc là, il faisait uniquement l'arabe. Le contenu, c'est en ottoman, c'est-à-dire turc. Bon, je suis fatigué par ce bruit. Donc, la thèse de César Tansu, bien qu'il n'est pas historien et qui est encore moins philosophe, c'est basé sur une thèse bien connue, comme quoi il y a une distinction importante dans la souveraineté et organisation d'un mode de vie entre l'Orient et l'Occident, beaucoup plus précisément entre l'islam et le christianisme, dans les villes musulmanes et dans les villes chrétiennes. Alors, selon quoi, depuis avant le christianisme, bien sûr, dans les cultures grecques romaines, il y a un centre du pouvoir et il y a un centre de la ville, il y a une agora, place publique. Effectivement, dans les villes ottomanes, on voit très peu, sauf une petite place pour la mosquée, une place publique. C'est Stéphanos Gerasimos qui a d'une manière insistante à théoriser cela, mais il n'y a pas de référence à Gerasimos, qui est d'un grec d'Istanbul, vivant et écrivant à Paris. Peut-être que c'est plus tardif que César Tansu. Donc César Tansu connaît cette thèse bien, il accepte bien sûr que dans les villes musulmanes, il n'y a pas de centre, il n'y a pas d'un centre de pouvoir. Moi aussi, dans mes enregistrements récents, je disais que en ce qui concerne l'ordre ou une fondation des lodges, des métiers dans la ville ottomane, qui était très actif, même pendant les époques d'invasion mongole en Anatolie, ils étaient inébranlables, invincibles, indestructibles, et c'était une présence spirituelle, donc forcément non destructible, qui a maintenu une certaine survivance et une pérennité de la présence des institutions, surtout à partir de la commerce et de l'artisanat
donc d'une mode de production, d'une mode d'occupation en vrai, dans le concret, mais elle était fondée par une spiritualité qui n'a pas de l'autre supplément de l'âme, mais effectivement qui répète comme une structure fractale, ce sont mes interprétations que j'ai déjà faites, comme une structure fractale, véritable degré de l'initiation, dans une degré moindre bien sûr, parce qu'il ne s'agit pas des métiers de spiritualisme, mais simplement des préoccupations de la vie quotidienne, comme cordonnerie, et bien forgeron, tissage, tisserand, boulangerie, verrerie, voilà, tissage, tout ça. Et dans la miniature de Lévny, donc au XVIIIe siècle, on voit dans ces chaînes lignaires, mais donc dans les comptes rendus en livre, en enluminure, c'est-à-dire en miniature, peinture orientale, donc en livre. Tous ces détails concernant les parades et les spectacles des métiers de la ville, avec une dépense extraordinaire. Il y a une interprétation donc dans l'introduction qui est très juste. C'est comme une sorte d'exposition universelle ottomane. Et non pas à Paris, mais à Constantinople, à Istanbul, pour montrer le degré de l'avancement de technologie ottomane, tous ces perfectionnements, et même dans les textiles, c'est-à-dire chez les tailleurs qui découpaient les tissus, et à l'instant même, ils produisaient des kaftans, c'est-à-dire des togs, et on offrait immédiatement au sultan. Un sultan, c'était comme Théodéus, présidait à chaque exposition, entre guillemets, universelle. Il y avait des ambassades de Paris et de Russie, pourquoi pas, d'Autriche, Moldavie et des régions, et qu'ils étaient aussi obligés comme ils étaient invités certains jours, ils étaient obligés d'observer, contempler et de faire des cadeaux. C'est la plus grande source, à mon avis, de Césaire Tansou, ni Veuve-Cline, qui était hostile. C'est plutôt Richard Kram-Kochou qui a écrit de manière très détaillée, extrêmement, le nombre de cadeaux qui est présenté au sultan, et 15e jour, et ensuite combien de garçons est circoncis dans chaque endroit, parce que c'était plus de ce carnaval centré uniquement sur la place de l'Hippodrome, près du palais central, près du palais de Ibrahim Pacha de Nevşehir, donc toujours dans la place dite aujourd'hui Sultan Ahmed, mais au Meydan, c'est-à-dire là où on construisait des grandes tentes, un certain village dans les champs, et jour et nuit, sans interruption, et dans différents endroits, il y avait des
des spectacles et des parades, et c'était une sorte de Gesamtkunstwerk qui concernait la totalité de la ville, qui affectait la totalité de la ville, surtout les pauvres garçons qui, à l'occasion, qui étaient circoncis en masse. En masse, c'était un jour 160, l'autre jour 250, immense. Donc, dans le siècle antérieur, donc 16e siècle, ça durait 2 mois et demi. Ça veut dire une immense monstration de force et de souveraineté, de richesse. Et c'est surtout Ahmed III qui a initié à ce genre de spectacle qui ressemble quand même, c'est une prise de décision délibérée avec son petit amant, donc le Prime Minister Ibrahim de Nevşehir, l'ami d'enfance, que Ibrahim était marié à sa fille et tout, etc. Et qui a construit un grand palais à son nom, le palais d'Ibrahim Pacha, sur la place d'Hippodrome, etc. C'était lui qui refusait d'être comme un sultan traditionnel. Et selon la tradition plus ancienne des tribales, il devait vivre pendant ces jours-là de festivités dans les tentes. Lui, il était dans la loge comme Théodorus et qu'il distribuait en se levant de l'or, de monnaie, bien sûr, non pas à l'aveuglette, sauf pour la raison du spectacle, à raisonner. Tout était énuméré. Les commerçants dépensaient beaucoup et donnaient des cadeaux pour en recevoir du sultan encore plus de privilèges et de donations. Donc c'était une économie, je ne dirais pas potelage, mais sûrement d'une une occupation en but de reconnaissance et de la gloire et de voilà. Et y compris les esclaves chrétiens et soi-disant juifs, une fois cité le mot juif. Voilà. Donc, c'est la thèse de César Tansu, c'est que ces miniatures, ces enluminures dans les livres écrits à l'occasion de ces grandes festivités, il en a plusieurs et il en a plusieurs livres. Ça renvoie à une mode d'art très spécial qu'on ne peut pas comparer, identifier, juger seulement par selon les critères de Wöfflin ou des critères de l'idéalisme allemand. Il y avait un réalisme extraordinaire, surtout en les minutes de Lévy, parce qu'il montrait jusqu'à les petits détails, tous les métiers qui faisaient son spectacle sur la place. De l'autre côté, cet réalisme, oui, c'est louable et c'est très instructif en ce qui concerne pour comprendre la mode de vie quotidien, les occupations, mode de production, rapport au souverain, cette intimité, respect et une
une congé, comment dirais-je, une tolérance extraordinaire euh, pour, pour, pour faire de sorte que le peuple s'amuse. Non, pas s'amuser. Effectivement, humour est très important. Être sans façon dans toute cette masse qui s'amuse dans la ville, surtout loin du centre donc de la place d'Hippodrome, là où ce qu'on appelle Charlayan, là où il y a des tentes, des villages, là où il y a le soir très tard, le spectacle de feux d'artifice avec grande machination, des citadelles qui s'éclatent et tout. Ce sont des fourberies extraordinaires qui donnent lieu et c'est lisible et visible dans chaque ligne et dans chaque ligne, dans chaque tableau. Ça donne à des débordements voulus, permis. Voilà, une permissivité malgré les intempéries qui facilitent encore les choses dans la tente. Imaginez-vous un pouvoir qui se déplaçait la nuit, qui ne rentre pas au centre du pouvoir. Quel risque, quel grand risque. Mais imaginez, c'est un risque, à la fois une grande challenge, une grande communion. Jusqu'au degré où on joue le jeu d'échecs le soir très tard, avec le Prime Minister. C'est extraordinaire. Les ambassades et tout. Et les leaders religieux arméniens et pontifes grecs. Tout est inclus. Il n'y a pas une mono-ethnicisme dans le capital. Ça, c'est sûr. Voilà. C'est très, très ressemblant quand même à Venise. Et tout est contrôlé par le pouvoir, mais il y a une permissivité qui montre c'est moi qui ajoute, mais c'est César Tansu jusqu'à la dernière ligne qui a publié comme exemple des différentes donc manuscrits de Tsunami. C'est très visible et intelligible qu'il s'agit d'une immoralité permise dans un débordement, mais permise de lire en mesure des vers ici cités dans le livre et qui tournent autour de, bien sûr, autour des affables et grand thème, bien sûr. Bientôt, tu auras Lynn, et c'est à ce moment venu, tu nous chercheras avec lanterne. Lanterne, moi j'ai traduit lanterne, mais c'est avec la flamme de bougie. Et là, ça continue le verbe, là, à ce moment-là, toi, tu vas faire mieux de embaumer tes fraîches barbes pour cacher de nous que tu es devenu un vrai homme et tu ne seras plus encore de nous. Voilà. Imaginons jusqu'à là une festivité, non pas pour s'amuser, bien sûr il y a un humour, etc., mais il y a une pratique de la vie quotidienne, autant que menuiserie, autant que forgeron, autant que, voilà, pompier, comme tous les métiers.
mélangé et une petite phrase qui montre un souci d'analyse chez Césaire Tansu, c'est que quel était le sens final de toutes ces festivités extraordinaires? En fait, tout le monde dépensait, mais tout le monde était sûr que ces dépenses vont revenir encore sur soi. Ni le sultan va perdre un sou, ni le peuple, c'est-à-dire non pas le peuple le plus démuni, ça n'existe pas dans les capitales. Tout est entretenu d'une façon à une autre dans la vie de commerce et des occupations et de préoccupations. Voilà. C'était qu'il y avait un malaise dans l'armée constituée bien sûr des chrétiens adoptés et devenus musulmans. Et qu'ils étaient obligés de vivre en célibat, mais ils devaient bien se nourrir. Donc, ils avaient eu quelques problèmes avec le commerçant de viande, qu'on appelle Djelep. Donc, ils voulaient encore plus de moutons, moins cher. C'est ça. C'était pour donner une certaine abondance et je crois que le commerçant, enfin c'est écrit comme ça, c'est pas moi qui crois, le commerçant voulait le droit de faire entrer ses enfants à cette sorte d'armée qu'on appelle janisserie, alors que un garçon né musulman n'avait pas droit d'entrer dans l'armée. C'est bizarre. C'est bizarre, un passe d'un empire platonicien au sens du livre de République. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié, sûrement il y a des nuances encore plus importantes, mais une célibat par sous serment de rester célibat, et bien sûr qui transgresse son célibat de toutes les façons possibles, ayant la force de faire ça. Il s'agit de soldats qui ont choisi la foi musulmane, mais qui ont gardé quand même une force gréco-romaine, je dirais. Voilà. C'est un jeu de pouvoir extraordinaire, un spectacle de pouvoir en effectivité. C'est ça qui nous donne comme occasion à penser plus profondément sur la peinture contemporaine turque. Je m'en fous parce que la peinture, l'art, c'est au-delà de toutes les frontières. Chacun va choisir sa langue, sa technique, ses intentions. Bien sûr, il a l'air un peu comme comment on peut appeler chauvin. C'est pas nationaliste peut-être, mais c'est les dates où il s'est démissionné, c'est presque la veille d'une première grande coup d'État, et juste suivi d'une grande pogrom qui est vécu à Istanbul. Donc tous les Grecs, dans une nuit, il est chassé de la ville avec les événements de septembre 6, 7 septembre, je crois. Ça devrait être 1956. Voilà, ce sont des époques douloureuses qui a succédé effectivement une grande épuration dans l'académie aussi. Académie
changer sa tonalité. D'abord, on était invité plusieurs philosophes idéalistes allemands, Feuerbach, etc. Et tout le monde était allé en Allemagne pour étudier la philosophie, y compris l'histoire de l'art, dont Ismail Tunalı. Mais maintenant, c'était l'heure de vérité. Je ne sais rien. Bon, c'est compliqué. Un déchirement. Mais ce qui compte quand même, sa thèse principale, c'est essayons de comprendre nous-mêmes, notre histoire avec nos pratiques, même. Bien sûr que les analyses occidentales concernant leur peuple nous apprendra beaucoup. Et une autre thèse très juste annexe, c'est que les Occidentaux, pour faire de la peinture réaliste, ils ont choisi toujours des occasions mythiques et religieuses. Ça, c'est évident, ce qu'on appelle allégorie. C'est presque à la limite honteux et de l'hypocrisie. Mais pour se dramatiser encore plus en tant qu'individu, pour se faire encore plus tragique, c'est un moyen de décharge, la peinture. Ça se voit très facilement dans la peinture occidentale, Europe et Russie compris. Alors que chez les Turcs, il n'avait, enfin dans la miniature enluminure turque, à la différence de Perse, de l'Inde, il n'y avait pas cette d'Azérie, il faut compter. Il n'avait plus peut-être cet effort de fabuler. Il voulait se montrer en tant que tel avec une joie de vie. C'est ça, thèse de César Tansu. C'est vrai, avec les documents qu'il nous montre, mais c'est pas vrai tout à fait parce qu'il y a un cas d'obélisque d'abord, parce que dans les spectacles obélisques, enfin dans l'enluminure qui montre les spectacles et avec comme un point de référence deux obélisques et une statue à serpent dansant qui n'est qu'une véritable totem païen et qui a coûté ensuite à la vie de cette grande Prime Minister Ibrahim de Nevşehir. Lui-même il est exécuté. Imaginez la tragédie. Ça, Reşet Ekrem Koçu en écrit des romans séparés sur ce sujet-là. Donc, ils étaient en question. Voyez. Alors, voilà. Les choses se compliquent en ce qui concerne. Il y a beaucoup de polémiques, mais il y a un manque d'informations, alors que Reşet Ekrem Koçu citait longuement à l'occasion d'une autre tsunami, d'un autre récit en enluminure. Il donne des détails extraordinaires jusqu'à les chiffres, combien argent, or, offert, dépensé, utilisé pour fabriquer ceci. Il énumère des choses extraordinaires, c'est comme le carnet de Leonardo da Vinci. Et lui, il est de la même faculté. Lui aussi, d'une manière passagère, il n'est pas devenu professeur. Reşet Ekrem Koçu, il était là aussi, dans la même faculté. Mais qu'est-ce qu'il est devenu? Pourquoi il est parti? Il a choisi l'édition libre
Et il a écrit sans arrêt sur l'Istanbul. Il a entamé un projet d'encyclopédie d'Istanbul. Voilà. Donc, pour finir, en fait, la thèse principale qui répète ces attentions, c'est vrai en général que dans l'ère islamique, il n'y a pas de centre. Moi, j'ajoutais tout à l'heure qu'il n'y a même pas besoin d'un islam à un souverain terrestre. Il s'agit seulement, en ce qui concerne les affaires étrangères, donc occupation, conquête et relations diplomatiques, et garder et nourrir une grande armée régulière. C'est ça l'État, et ça dépasse l'islam quand même, entretenir une armée. Par contre, l'islam a contribué beaucoup à la vie civile au sens de préoccupation en ordre citadin. Voilà, mais le problème de centre est décentralisation. Peut être exemplifié dans une thèse de César Tansu, c'est que au XVIe siècle, donc Ahmed III répétait avec son prime ministre exécuté ensuite Ibrahim, dans le centre exact même identique de Byzance, donc place de hippodrome de Byzance, le même jeu avec un goût turc nomade qui donnait un peu la même conséquence, mais avec une seule différence, mais c'est plutôt Reşat Ekrem Koçu qui a souligné ça. C'est un concurrent qui se grimpait sous les obélisques l'un après l'autre, mais au lieu de se battre pour gagner encore plus grande de récompenses, ils s'égalisaient et ils partageaient à moitié la récompense du sultan. Vous voyez, l'amour viril souligné dans une phrase. Mais ce n'est pas ces attentions qui cite, bien sûr, en massivité. L'autre point, donc il disait dans sa thèse qu'il y a une duplicité. Après cette centralisation, au XVIIIe siècle, ce qu'on appelle l'époque de Tulipe, donc la face qu'on peut comparer avec l'époque de Louis XIV, et les festivités s'étendent à Istanbul dans tous les quartiers, surtout à Ok-Meydanı, là où il y a encore plus de possibilités de faire des jeux technologiques de feux d'artifice, et à la suite on dérobait les biens des gens parce que les gens ayant peur, ils se dispersaient et chacun était libre de faire quoi que ce soit dans ce chambardement. Ce que je comprends, c'est cité exactement, mais textuellement, et non pas un commentaire. C'était dans une autre récit manuscrit de Shahnameh. Donc, il y a une histoire une tradition nomade de pillage. Le mot ganimède, c'est-à-dire trésor de guerre, est bien cité dans le texte original. Ça, je souligne. Donc, il y a un centre de pouvoir, qui veut une contrepoint, une duplicité, qu'il y a une nature qui s'éclate de temps en temps pendant le carnavalesque. Et en deux mots, sans entrer dans la métaphysique ni considération idéaliste ni dans la philosophie, ces attentions l'appellent de manière très succincte une duplicité. C'est pas suffisant, mais moi je comprends entièrement ce qu'il veut dire. Et pendant des années,
en faisant les théories, n'est-ce pas, sur les elliptiques, centre elliptique du pouvoir et une transcendance et autre sur le souverain, le poète, etc. Ça ne colle pas, bien sûr, tout à fait, mais j'ai bien travaillé de toute façon, de l'autre façon. Mais ça tombe bien, ce texte, ce livre, cette thèse, à mon propos. Surtout après ce que j'ai dit dernière fois. Voilà, duplicité. Donc, la thèse très caricaturale de Stéphane Gerasimos, ici, adoptée à la situation qu'on appelle situation turco-nomade ottoman, impériale, imitant une socle. Si je reviens à mon expérience et à ma révélation du socle de Théodose, qui représente Théodose en marbre blanche, c'est que dans les 3 étages, dans le plus haut, c'est Théodose au début qui jette auréolé à des vainqueurs dans les jeux. Et dans les bas étages, il y a toute une temporalité qui se déroule en série, comme cinéma. Et j'avais découvert là, et ces attentions n'en citent pas du tout, et seulement pas formellement, il parle d'une certaine entassement régulier des gens en séquentiel qui sera une certaine tenir en même temps d'une manière attentionnelle, simultanéité et successivité. C'est ça toute la thèse en 2 mots. C'est correct. C'est pour réfuter que peinture orientale, c'était sans vie, figée, sans perspective, qu'on ne peut pas être affecté, on ne peut pas avoir une catharsis, une participation intérieure. C'est ça la thèse de Voegelin et de Vohinger, qui est réfutée ici de manière très succincte, sans citer textuellement. C'est ça le problème pour une thèse de doctorat. Quant à mon expérience, à moi, j'ai cité dans mon premier discours le mot de Brecht à 20 ans, à 22 ans. J'ai vu dans les bas étages de ce bas-relief le moment où ces 2 obélisques étaient transportés par les Romains, donc ouvriers, militaires, marins, surveillants, le plus bas ouvrier, et avec des mécanismes très mesurés, que j'appellerais voilà, des mécanismes de l'époque que Lévy a peint au milieu de spectacle, parce qu'on le montrait comme démonstration au centre de pouvoir, ce qu'on est capable de faire. Et Théodose aussi au IVe siècle l'a fait faire le même. Moi j'ai découvert ça. Quel est le rapport avec Brecht? Brecht, c'est que avec l'œuvre qui répète, qui absorbe, assimile une civilisation qui n'est pas le sien,
que l'Égypte, avec ses obélisques, donc qu'il approprie et qu'il l'amène vers le centre le plus proche, c'est-à-dire à Constantinople, avec les grands travaux qui fait preuve qu'il a dépassé l'Égypte. L'Égypte qui s'est dépassée elle-même déjà, et Rome en réussissant à comprendre ce que l'Égypte, soi-disant comprend, l'Égypte a fait d'une manière technique, l'amène et l'érige. C'est donc ce que Napoléon a fait, ce n'est qu'une fade copie de ce que Théodose a fait au 4e, 5e siècle après Jésus-Christ. C'est ça qui m'avait frappé avec l'œil brechtien, c'est-à-dire l'œuvre exposée dans le centre du pouvoir, obélisque égyptien, avec le socle romain qui représente comment on a pu, avec quelle technologie, avec quelle coordination d'une Gemeinschaft, d'une Gesellschaft, d'une technologie, on a réussi de le transporter et lui donner sa valeur qui est due, et on l'a approprié au nom d'une Geist, une histoire qui se comprend et qui se garde. Et en plus, l'avenir a compris cette référence secrète. Malheureusement, ces attentions citent seulement obélisque, mais et le socle, bien sûr, comme le clé, mais n'explique pas. Et l'avenir a montré une scène de théâtre, une parade dans la même place, une énième spectacle de 50, de lune de 50 jours, de passage des signes portés par les soldats ou acteurs ottomans, des signes hiéroglyphes qui se paradaient dans la même place. Donc, Hibou, je vous salue. Well, Hibou, Balkouche, Hibou, il y a un autre nom aussi en français, n'est-ce pas? L'oiseau chéri de Hegel, le vol de Hibou à la tombée du soir, c'est-à-dire à la autocompréhension d'une histoire se fait après sa fin. C'est ça qui voulait dire Hegel avec le sigle de Hibou. Et Hibou, représenté par l'avenir comme plusieurs sigles de l'alphabet hiéroglyphe de cet obélisque que les Romains ne comprenaient pas, alors qu'ils avaient encore la possibilité de le transcrire en grec. Mais ils ne se sont pas souciés, et c'est seulement Champollion de Bonaparte, Napoléon, qui a eu cette idée de le faire transcrire, et c'est réussi. Et c'est pour ça que les Parisiens, ils ont une obélisque. Vous voyez? J'ajoute que
Théodus n'était pas chrétien. Il jouait entre les deux, il respectait toutes les traditions, afin que d'une façon ou d'une autre, les institutions romaines, je dirais païens, soit chrétiens, soit païens, il faut que la faste continue à Rome et dans notre capitale qui est à Constantinople. La fin de ce discours. Rapport avec le Brecht, c'est comment je fais ce film, comment j'ai transporté ce grand événement dans le centre, c'est-à-dire au devant du spectacle. Je montrerai, c'est ça l'effet d'étrangeté qui est hyper-réalisme, super-réalisme, que les enluminures ottomans, turcs, avaient déjà saisi le sens fort et touchant, bien sûr, à la souveraineté à la fois politique, à la fois artistique. C'est une artiste, Léonie, qui a peint. C'est pas sur ordre qui a choisi. Mais ce spectacle se faisait sous l'ombre de ces deux obélisques et une troisième statue qui est un serpent à 3 têtes, complètement païen, que j'ai vu pendant mon enfance. On peut visiter toujours, mais dont la tête est coupée depuis des siècles. Peut-être pendant l'invasion latine de Constantinople, sûrement. Pour compléter le compte-rendu de mes lectures de César Tansou, l'ordre carnavalesque de ces grandes mosques, ces grandes noces et des cérémonies de circoncision royale qui affectent toute le capital dans son entier, surtout vers le XVIIIe siècle, ça devient une fête généralisée et décentralisée, et qui faisait qui dépasse une simple peut-être limitation et imitation des cérémonies royales byzantines. Bon, je vais être très précis et sans me répéter. C'est-à-dire que je vais remplir ce qui manquait dans mes comptes rendus. D'abord, en citant, en évaluant l'état dans lequel ces recherches et l'enseignement de l'histoire d'art dans le cadre de cette université est déroulé, il cite tout à coup un homme qui du une salle qui était mon prof également. C'est-à-dire que j'avais choisi comme un cours optionnel une analyse de la peinture occidentale, un cours d'analyse picturale qui était assuré. C'est presque le seul cours que j'ai suivi avec une passion. Donc ce grand monsieur qui m'a beaucoup marqué avec toute sa force d'analyse, en montrant bien sûr avec plusieurs méthodes d'iconographie et thématiques, symboles, et le passage d'un tableau à un autre. Imaginez un cours qui tourne autour de Rubens,
Caravage, Fra Angelico, et bien sûr, autour des motifs, soit mythologiques, soit religieux, soit concernant la vie quotidienne, disons. Il s'est suicidé. Pendant que j'étais à Paris pour mes études en 1986 exactement. C'est cette date et ce nom qui m'a frappé dans ce livre le plus parce que c'est trop personnel. Sans prolonger ce propos qui est trop personnel, qui concerne la totalité de notre monde de culture également. Ce monsieur, il a travaillé dans le palais de Topkapi et il a eu l'occasion de faire des recherches dans les archives de ce palais et il a fait sa thèse de doctorat sur les épées qu'il a trouvées et codifiées, décrites, comparées, identifiées, etc. Et ce matin, effectivement, en feuilletant sa thèse de doctorat que je ne connaissais pas, j'ai trouvé des choses intéressantes parce que les Ottomans, pendant leur conquête d'Égypte, donc dans une citadelle à Alexandrie, ils ont trouvé une épée ancienne et ils n'ont pas pu identifier, bien sûr, et ils ont fait amener au capital et non pas au palais, à l'arsenal. Eh bien, nous sommes identifie qu'il s'agit véritablement d'une épée du père de Saladin Eyyubi. C'est évident qu'il s'agit d'une épée d'Eyyubi, mais il est véritablement une épée du père. C'est comparable, n'est-ce pas, à Suleiman Shah, qui est tout simplement le père du premier sultan des Ottomans, Osman, tout simplement. Bon, donc il est quelqu'un de très scientifique, mais peut-être qu'il était, bon, on ne sait pas, il était malheureux, il ne pouvait pas donner des cours, peut-être faire de la recherche dans le domaine qu'il était peut-être meilleur, parce que j'ai senti qu'il s'agissait d'un grand historien de l'art, qui parle en termes picturaux, et qui est trop proche à mes références, dont l'un Abby Warhol, qui connaît sûrement. Voilà, je m'arrête là, c'est très important. Et donc, c'est très personnel. Et deuxième chose personnelle, si je l'ai déjà dit, j'ai passé mon enfance dans la place de l'hippodrome en contemplant ce socle et les autres, bien sûr. Et j'ai des souvenirs souterrains, entre guillemets, de cette tête coupée, de cette colline de serpent. Dont la tête était toujours coupée dans mon enfance, donc seulement dans les livres qu'on a eu cette information qu'il s'agissait d'une grande fétiche byzantin. Donc, et ce que j'avais découvert dans mon devenir marxiste, disons, dans le socle, en marbre, c'était le plus bas étage, là où on montrait non pas une gréco-romain pastorale vie dans l'abondance, mais des Byzantins travaillant durement avec une technologie qui montrait avec un style noble comment il réalisait ces grandes réussites, c'est-à-dire le transport des blocs monolithiques qu'on nomme obélisques. C'était une mise en abîme de représentation dans le socle m'avait affecté
profondément en tant qu'un lecteur de Bertolt Brecht. Donc, j'ai fait tout de suite des rapprochements. Peut-être que j'ai des photos de cette époque pour montrer mon mise à cadrement de l'époque par rapport à ce que j'ai vu ce que j'ai vu et lu et partagé avec mon ami Simon, Mustafa Guellani, sur ce socle. Ça aussi. Deuxième point, personnel. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir? Troisième point. Oui, j'ai trouvé. À la fin de son livre, en fait, en précisant spécificité, soi-disant, de la peinture anatolienne ou miniature en léminure turque, il cite un grand livre qui existe, un manuscrit qui date du XIIe siècle et qui est refait au XIVe siècle, qui trouve dans le palais de Topkapi, dans ses archives, dans les bibliothèques, et que j'avais peut-être dans mon enfance, avec un étonnement, que j'avais connu l'existence. Il s'agit d'El Jaziri. El Jaziri est son grande œuvre de miniature, à la fois décrit. C'est pas seulement une illustration, il est un grand homme scientifique qui a fait des illustrations, ça il faut dire. El Jaziri est son grande œuvre qui m'avait marqué pendant mon enfance en ce qui concerne ce qu'on peut faire dans l'avenir, en ce qui me concerne personnellement. Donc, qui s'occupait des choses bizarres en ce qui concerne mécanique, faites à la maison, les inventions, l'alchimie, etc. Donc, c'était mon préféré, El Jaziri. Donc, j'ai vu que dans ces pages, pour distinguer la peinture turque des autres miniatures, il diminuait quand même l'importance de El Jaziri parce qu'il était d'origine arabe, alors qu'il travaillait, disons, sous la protection d'un roi local, Artuk, le Mardin. Donc ça m'a choqué. En plus, en disant que Jaziri, les Turcs ne tombaient jamais dans le fantasme irréalisable. Une hiel veut dire imagination, mais autre sens de hiel en arabe, c'est la technique. Donc, il jugeait d'emblée que ces techniques sont irréalisables, ce sont des produits d'une imagination vide, alors que les Turcs ont su toujours rester dans le champ de réalité et du sensible. Ça, je suis choqué. Ce matin, j'ai lu. Il devrait y avoir une différence, bien sûr. Les miniatures d'Osman, c'est plus figé, Levni, c'est plus mouvementé, mais dans cette optique, c'est-à-dire un développement d'iconographie de miniatures dans son ensemble, qu'il fallait considérer et quand même donner ses lettres de noblesse à El Jaziri, ne serait-ce qu'il a su tout en utilisant la ligne descriptive, mettre en mouvement de sorte que ces mécaniques aquatiques, surtout, fonctionnent dans le sens d'une réanimation de la surface de miniature par le moyen d'une mimésis représentée, kinésis représentée, le mouvement représenté par un appareil technique inventé par lui-même et peint par lui-même. C'est extraordinairement riche dans l'inventivité. Ça aussi, ceci est dit, ce ne sont pas des choses que j'ai dit par hasard.
des choses qui me touchent de plusieurs couches en même temps et qui m'a constitué, y compris mon intérêt vif à la peinture qui aura commencé quand même d'une manière scientifique, bien sûr, avec ce monsieur docteur Unsal Yücel que je pense intensément. Parce que j'avais perdu son nom et je n'arrivais pas à reconstituer ses œuvres. À partir de maintenant, effectivement, d'abord, il fallait penser à partir de lui une métallurgie islamique, turco-islamique, à partir du développement de la paix, en connexion avec ce qui est décrit sur la métallurgie dans les 1000 plateaux de Deleuze et Guattari et sur les nomades musulmans, justement, et ouvrir une débat, mais c'est un long processus, ce que ça veut dire une circoncision, en quoi ça concerne la totalité de la cité. Il s'agit d'une phallus et son capsule, disons. C'est massivement concerne l'essence d'un État et de la souveraineté qui tourne autour d'un appareil. Donc c'est totémique et personne n'imagine pas la folie et la différence musulmane d'un carnaval qui tourne autour d'une phallus coupée avec beaucoup d'humour. C'est-à-dire des jeux, ironie, rhétorique et mouvementés, tout le monde hors de soi, en allant d'un spectacle à un autre, parce que ça dure 2 mois et demi dans l'année. C'est pas chaque année, sûrement, que les princes, les dauphins soient coupés. Au revoir.